On continue notre point sur Solana, pareil, avec des belles chartes que vous aimez bien en ce mois d'août où il fait chaud, donc c'est bien de décompresser, de regarder ce type de charte. C'est vrai que c'est très geek quand je le mets comme ça. La semaine dernière, je vous disais que Solana, c'était le deuxième réseau le plus important dans la structure de marché d'aujourd'hui. Il a des parts de marché indiscutables sur toutes les métriques, et en particulier sur une métrique que je trouve très importante, c'est le nombre d'utilisateurs journaliers. Je suis convaincu de la puissance de la loi de Metcalfe. Plus il y a d'utilisateurs, plus le réseau a de la valeur. Solana est largement devant Ethereum, devant toutes les layers de réunis en période d'euphorie, comme ça a été le cas ici. En partie boosté par les mêmes coins, oui, mais pas que. Et en période de transition, comme c'est le cas actuellement, même avec Ethereum qui nous fait son énorme sortie des enfers, il est au même niveau. Et ma thèse, elle part de cette base. C'est là que sont la majorité des utilisateurs. Et en période d'euphorie, c'est encore plus vrai. Regardez ce graphique qui est aussi très intéressante, c'est le Fee Stability Ratio. En gros, à quel point les frais pour les utilisateurs sont à la fois bas et surtout peu volatile sur un réseau, peu importe les conditions. On voit que pour Ethereum, par exemple, le niveau de volatilité des frais est énorme, c'est 26, pareil sur Avalanche. Ça veut dire que quand il y a un énorme afflux, ça congestionne très vite et il y a une grosse différence entre les frais pas chers sur Ethereum quand il se passe rien et les frais très chers. C'est sur Solana que les frais sont à la fois les plus bas et les plus stables. Il y a un vrai effet de réseau de plus en plus présent sur Solana. Et ça se voit ici parce que les applications sur Solana génèrent le plus de revenus de tous les groupes de Layer 1 confondus. En plus de tout ça, Solana est le seul et unique réseau à commencer son implémentation sur le marché mobile. Ils ont lancé leur téléphone que j'ai reçu aujourd'hui. D'ailleurs, je peux vous en parler dans une vidéo s'il y a des gens que ça intéresse. Le mobile viendra sur le marché, c'est sûr et certain. Et Solana est pour l'instant le mieux positionné. Et même la concurrence est obligée de collaborer. Coinbase a créé un produit pour faciliter le trading des actifs on-chain directement depuis leur application. Et ils ont annoncé dans leur tweet que la prochaine intégration c'était Solana. C'est plus difficile que d'intégrer les réseaux EVM, mais ils vont quand même là. Pourquoi ? Parce que c'est là qu'il y a les utilisateurs. Et j'insiste sur Solana parce que c'est vraiment dans ces moments-là où il se passe « Ah, on va l'avoir notre ATH, hein. Faut que je parle encore 10 minutes. » J'insiste sur Solana parce que c'est vraiment dans ces moments-là où on a un peu de peur sur ce type d'altcoin qui sous-performe Ethereum sur une petite période, où on peut se poser des questions. C'est exactement dans ces moments-là qu'il faut rester sur les positions intéressantes et pertinentes, ou en tout cas sur les projets qui ont une belle traction de marché, mais pour lequel le prix ne suit pas. Et c'est ça qui va vraiment faire la différence. Solana est hyper bien positionné pour profiter de la prochaine vague de liquidité et les altcoins qui sont dessus aussi. Surtout que le 16 octobre, la SEC n'aura plus d'autre choix que de prendre une décision pour l'approbation des ETF spot Solana. Je vois pas pourquoi il serait pas accepté, mais on sait jamais. Surtout qu'il continue d'avoir des demandes régulières comme on a eu Invesco par exemple le 21 août. Et pour moi, c'est le tournant pour la capacité d'absorption de liquidité de Solana. Quand on voit la corrélation entre le prix d'Ether et Bitcoin et les inflows dans leurs ETF, ça sera la même chose sur Solana. C'est tout. Peut-être que la nouvelle fera moins d'effet, mais l'afflux de capital est totalement logique après Bitcoin, puis Ether, puis Solana sur les ETF. Petit point rapide sur l'autre positionnement intelligent en ce moment selon moi, c'est les narratifs IA et des PINIA. Ça fait un moment que je vous en parle. Les propositions de valeur restent les mêmes, les fondamentaux se sont renforcés. Pourtant, tout le monde est en train de les démonter. Les gens ne voient plus aucune valeur dans ces projets et c'est souvent dans ces moments-là qu'il faut se positionner. Dans la vidéo je crois que c'est le 31 juillet, je vous disais que les taux de ces narratifs étaient tranquillement en train de revenir des abysses et que j'allais surveiller ce moment-là où on est encore en dessous de zéro mais qu'on remonte tranquillement. Depuis on est en train de remonter de manière plus en plus régulière, on est presque là à toucher les zéros. L'IA va exploser dans la prochaine vague de liquidité et la meilleure façon d'en profiter c'est d'être positionné sur les meilleurs projets. Les meilleurs projets on les connaît, les Tao, FET et compagnie. Le meilleur moment pour investir dans un narratif c'est quand le taux annuel a été très bas en dessous de zéro, qu'il est en train de remonter et que plus personne n'y croit. J'ai aussi acheté un petit peu de Chainlink au début du mois d'août, Paul vous en a aussi parlé. C'est un projet qui je pense va suivre et profiter de la liquidité d'Ethereum et qui est pas loin de nous faire un joli breakout. Je me suis positionné sur Chainlink et j'ai fait un petit peu de DCA pour les projets IA. Alors j'ai vu pas mal de gens aussi dans les commentaires penser que j'avais encore beaucoup de cash de disponible. J'insiste sur le fait que 95% de mon portefeuille est investi en crypto. C'est juste que le cash que j'ai de côté, je l'investis pas directement, j'attends des bonnes fenêtres d'entrée sur les bons altcoins. Et j'avais dit à un moment que j'avais du cash, j'ai eu de côté, et des gens croyaient que j'allais tout rentrer à un moment. Non, c'est pas le cas. On repasse un petit coup du côté investissement. Comment ne pas réagir à la moindre baisse ? Je trouve ça fou. Fou. Alors, en vrai, c'est un peu biaisé parce que sur YouTube, les commentaires que tu vois, c'est la minorité bruyante et la majorité est silencieuse. Donc peut-être que les gens ne sont pas comme ça, mais je pense quand même que si, on a tous réagi à la moindre baisse de manière assez virulente. Et comment on fait concrètement pour réagir
Ne pas réagir à la moindre baisse et que Ethereum passe de 4008 à 4002, même quand t'as pas de l'Ethereum, t'es affecté, et du coup, pour les décisions qu'on va prendre, etc., c'est pas bon. Première chose, et j'insisterai vraiment jamais assez là-dessus, prenez des profits dans la montée. Vraiment, ne voulez... Le pire biais de l'investissement, c'est de vouloir optimiser et prendre à fond les profits, les plus gros profits que tu peux prendre du marché. Prenez des profits graduellement dans la montée, d'accord ? Vous faites x3 sur Ether parce que vous y étiez, je pense que c'est le cas de certains d'entre vous. Prenez quelques profits, juste un petit peu, mais juste passez à l'action, voilà. Planifiez, je vais prendre des profits. Non, prends des profits, prends un peu de profit. T'as mis 1000 euros, t'as fait x3, t'as 3000 euros, prends 500 euros de profit. Et je vous rappelle que prendre des profits n'est pas réallouer, c'est prendre des profits pour toi. Et prendre des profits et apprendre à sortir du marché, c'est vraiment un skill très très dur à maîtriser. Dans le même délire, sécuriser sa mise de départ, sécuriser votre mise de départ, surtout si c'est des montants qui sont affectants à une certaine mesure pour vous. Dans le sens où ça ne fait que c'est très dur à gérer quand on commence à grignoter autour de la mise de départ. L'une des meilleures façons, c'est de la sortir. Chaque montée est suivie d'une correction, c'est le principe, il faut accepter ça. Une montée, quand vous voyez du vert, une des meilleures façons, c'est de se dire, bon, il va y avoir une correction. Parce que c'est le principe, et encore plus dans le marché des cryptos, où maintenant tout le monde vient faire des liquidations, des leviers, etc. Donc maintenant, ça va très 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 vite. Mais chaque montée est suivie d'une correction. C'est normal, c'est une évolution classique. Tu montes, tu corriges un peu, tu montes un peu plus, tu corriges beaucoup, tu remontes fort, c'est exactement le principe. Tant que la tendance globale est haussière, c'est très bon. Sauf que plus tu as les yeux rivés sur ce qui se passe, moins tu vois la tendance. Ne pas regarder les cours toute la journée, essayez de mettre des take profits, des stop loss si vous voulez, et c'est tout, vraiment. Quand tu passes ton temps à regarder les cours, t'es une sorte de gambler, t'es pas une sorte d'investisseur. Et aussi avoir un portefeuille diversifié. Je sais qu'on est beaucoup à être très exposé sur les cryptos. Moi, techniquement, je suis surexposé aux cryptos par rapport à ce que je devrais être dans une démarche un peu plus investissement classique. Mais l'une des meilleures façons, c'est ça. Parce que si t'as un peu de bourse, un peu d'or, un peu de crypto, peut-être un peu d'immobilier, pourquoi pas. Les cryptos baissent, c'est une partie de ton portefeuille qui baisse, voilà. Mais ça permet de ne pas réagir à la moindre baisse, et aussi c'est pas mal de faire un check sur l'ensemble de tout ça. À chaque fois qu'on a des baisses, c'est peut-être qu'on est trop exposé en termes de valeur sur le marché, et donc si jamais vous avez ces sensations là, peut-être, je sais pas, vous avez mis, c'est très dépendant des gens, hein, ça peut être 10 000 comme 100 000 comme 1 million, mais t'as mis 20 000 euros sur les cryptos, là ça baisse, et là tu sens que ça te fait très très mal. L'une des meilleures façons, c'est pas de décharger maintenant, parce que y a de fortes chances que ça soit en pleine correction et que c'est pas une bonne idée, mais c'est de te dire, ok, quand ça remonte, il va falloir être solide dans ces moments-là, quand ça remonte, je décharge une partie, parce que je sens que je suis trop affecté avec le montant que j'ai en jeu. J'insiste sur ça, je fais une petite parallèle sur un autre truc que je dis beaucoup en consulting. Je fais de temps en temps des petits accompagnements de 30 minutes, 1 heure avec les gens qui le souhaitent. Vous pouvez m'envoyer un mail si ça vous intéresse d'ailleurs. Je dis souvent un truc, et souvent c'est des notions que les gens n'ont pas spécialement, c'est à partir du moment où tu atteins une certaine somme et que tu te sens à l'aise avec cette certaine somme, il faut être à l'aise avec le fait que tu dégages du marché, peu importe ce qu'il s'y passe. T'as mis 10 000 euros, t'as fait x4, t'as 40 000, c'est énorme pour toi. C'est beaucoup d'argent, 40 000 euros. Et là, tu te dis, oh putain, 40 000 euros, là, tu recommences à regarder tout le temps ton portefeuille, oh, il y a des baisses et tout, qu'est-ce qui se passe ? Il y a une bonne façon aussi, c'est de te dire, ok, là, j'ai pris 40 000 euros, c'est bon, j'ai fait mon cycle. Et il y a des gens qui, des fois, se flagellent un peu parce qu'on leur a peut-être trop appris, ou parce qu'ils ont trop appris à... Il faut surfer le cycle. Mais si t'as tes 40 000 euros et que t'es content avec ça, tu dégages tout, ou alors tu gardes 1000 balles, tu vois, tu dégages tout, et c'est bon. Et peu importe que le marché soit dans une phase haussière, baissière, peu importe, on s'en fout. Tu as pris tes profits, tu te casses. Et attention avec ce grid permanent, et si vous êtes arrivé à une somme qui vous correspond, qui vous convient, la meilleure façon de gérer un petit peu cette approche-là, c'est de dégager du marché. Même si on dit qu'il va monter, même si on dit que machin, il n'y a aucune certitude. Donc tu peux pas te dire « je reste parce que je suis sûr qu'il va monter », c'est faux. Autre point sur le marché, plus le marché monte, moins on voit loin. Je trouve ça fou à quel point tout le monde se fait tout le temps prendre dans cette euphorie en permanence dès qu'il y a une montée.
Alors, je pense que c'est aussi poussé, boosté par le fait qu'on n'a pas eu de montée depuis un moment. Donc, la peur est le principal moteur parce que beaucoup de gens sont négatifs et ont hâte de retourner à des niveaux verts. Mais à chaque fois qu'on a une montée, tout le monde réagit en permanence sur du très 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 court terme. Et beaucoup plus que d'habitude. On l'a vu avec l'Ether par exemple. Il y a eu 2 poussées près de l'ATH. Et à chaque fois qu'on a eu un ATH repoussé, on a quelques jours de correction. Il y a une baisse de 10%. On monte à 4008, 4009, et là, boum, correction, on descend à 4002. Et pour les 2 fois où il s'est passé ça, il y a eu énormément de réactions émotionnelles du style double top, fin du marché, etc. Alors qu'on parle d'une baisse de 10%. Il faut vraiment s'attendre à ce que plus on avance dans le cycle, plus on ait cette peur permanente de la fin du cycle, à chaque fois qu'il y a une correction. Tant qu'on est là-dedans du côté émotionnel, ça me conforte dans le fait qu'il y a encore de la place. Ce qu'il va falloir traquer, c'est l'inverse. C'est qu'en chaque correction, les gens se vanteront d'avoir acheté le dip. Et là, ça pue. Parce que ça veut dire que tout le monde est tranquille en profit. T'es là, Bitcoin, j'ai n'importe quoi, il y a 140 000, ça corrige à 130 000, t'es en profit, t'es content. Et là, je me permets de flexer quand ça corrige le fait que je veux racheter. C'est exactement ce qui s'est passé en décembre, ça tient un super indicateur. Je l'ai pas vu à ce moment-là, je vais être honnête. Mais c'était ça, on montait et les gens disaient « Oh wow, je suis trop content, j'ai réussi à racheter le dip ». Ça vraiment, mais traquez-les. Et si vous en voyez un, dites-vous, ça pue. Les gens sur les réseaux, qui souvent sont des gens peut-être un peu réac, un peu, voilà, des gens des réseaux, quoi. Sur Twitter, c'est plus 2 points. Les gens sur les réseaux qui disent « Oh putain, je suis très content, j'ai réussi à rentrer ». Tu es content parce que tu as racheté une correction ? Non. Il se passe un truc, ça pue vraiment. Mais la meilleure façon de ne pas se faire prendre là-dedans, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est de pas regarder les cours tous les jours, sinon t'es plus un investisseur, t'es un gambler. C'est d'avoir des positions qui sont prêts à garder, qu'on est prêt à garder sur du long terme. T'as de l'Ether, t'as du Bitcoin, tu rates le top, bon bah, ça fait chier. Mais je suis à l'aise avec le fait de les garder pendant 2 ans de bear market. Est-ce que c'est pareil avec les mêmes coins ? Non, pas du tout, parce que tu sais que si tu rates le top, t'es bien dans la merde. Et c'est pour ça qu'avoir une allocation de base dans des projets sur lesquels on a quelques convictions long terme est intéressant. Parce que quand t'as des meme coins, tu sais que c'est ce cycle ou jamais parce que tu vas te faire démolir. C'est trop dur. C'est pour ça que les gens perdent. Et ne vous faites pas avoir par ces putains de meme coins d'agent IA ou de low cap. Tu peux faire des profits. Le problème, c'est que le mec, il va te dire « Ouais, j'ai fait x5 sur mon meme coin ». Il va pas te dire qu'il a pas vendu par contre, et qu'au final il s'est fait démolir parce que le truc a redescendu, et ne remontera jamais. Et le ne remontera jamais est important. Parce que Solana, Bitcoin, Ether, j'espère, en tout cas j'ai pas de boule de cristal, mais si on a une correction, il peut remonter un jour, est plus plausible. Un même coin, ça dégage. Et dans mes vidéos, j'essaie d'être inversement calme quand on a des hausses. Bon, je pourrais attirer beaucoup plus de monde en vendant de l'opium, en criant que ça y est, ils vont pouvoir faire des x10 et des gains qui pourront mettre leurs enfants, leurs petits-enfants à l'abri, et j'aurai sûrement plus d'abonnés et d'argent. Mais tant pis, j'ai vraiment envie d'inculquer cette façon de penser sur du long terme. Dans un tournoi de poker, tu t'enflammes pas parce que t'as un gros tapis, et tu commences à péter un plomb. C'est la meilleure façon de tout perdre. Tu t'enflammes jamais en fait, tu t'enflammes quand t'as fini le tournoi et que t'as gagné de l'argent, sinon tu ne t'enflammes jamais. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de ça, on va un peu se pencher sur les métriques d'adoption, parce que l'idée de vous faire ce genre de vidéo, c'est pas que vous compreniez le moteur des DEX perpétuels, enfin si, mais pas dans cette finalité-là. L'idée de cette vidéo, c'est de voir où sont les meilleures opportunités d'investissement. Et pour ça, la latence est très importante, la vitesse et aussi les métriques d'adoption, à commencer par le volume. Pour ça, j'ai fait une moyenne du volume mensuel sur les 4 derniers mois. Bon, sans surprise, Hyperliquid a explosé tous les records, avec 241 milliards de dollars en moyenne. C'est le leader incontesté, il profite de l'effet de réseau qui va avec, mais les autres s'en sortent pas de si mal si on enlève l'anomalie qui est Hyperliquid, et ça se remarque surtout sur leur croissance depuis janvier. EdgeX et Drift ont monté une croissance continue sur cette période, avec 1035% et 158% de croissance. Oui, j'ai pas mis Edge sur le graphique pour que ça reste lisible. En comparaison, Paradex a augmenté son volume que de 42%. À première vue, c'est pas si mal, mais de tous les DEX qu'on a étudiés, c'est celui qui a le volume mensuel le plus bas. C'est plus simple d'avoir une grosse croissance quand on part de 3 milliards de volume que quand on part de 200 milliards. Et pourtant, sur la même période, Hyperliquid a réussi à générer 111 milliards de volume supplémentaire, c'est-à-dire 56%. Donc même avec cet avantage, Paradex a sous-performé Hyperliquid. Et en parlant de sous-performance, on a DYDX. On l'a vu en début de vidéo, on est en plein boom sur les DEX perp. Et pourtant, le volume mensuel a baissé
de 27%. Sur cette charte, vous avez le volume mensuel depuis mars 2024. On voit clairement que petit à petit, les gens quittent la plateforme pour aller chez la concurrence. Et personnellement, je pense que c'est en grande partie parce qu'ils ont perdu leur product market fit. La décentralisation, c'est très bien sur le papier, mais en vrai, tout le monde s'en fout. Ils sont juste trop lent et pas assez attractif. Hyperliquid est 14 fois plus rapide et si tout se passe bien, GTE sera 200 fois plus rapide. Tu t'en fous que ça soit décentralisé. Et j'en ai pas parlé dans cette vidéo, mais c'est la même chose pour GMX qui est basé sur un AMM. Leur technologie est dépassée, elle est moins bonne que celle de la concurrence et les utilisateurs migrent petit à petit vers des meilleures options. Maintenant, au niveau des revenus, et là, EdgeX sort du lot avec la croissance la plus impressionnante, 7830% depuis février. Ils sont passés de 90 000 $ par mois à 7 millions en juillet, ce qui les place directement deuxième derrière Hyperliquid. Derrière, on a DYDX, Drift et Paradex, qui sont tous les deux entre 1 et 2 millions par mois. Mais si on regarde le taux de croissance, l'image est un peu différente. Il n'y a que Paradex, Hyperliquid et EdgeX qui affichent une vraie dynamique. DYDX est clairement en perte de vitesse. Drift, malgré l'explosion de son volume, affiche une croissance négative côté revenus, et ça c'est pour une raison très simple. Ils utilisent une stratégie de croissance qui est basée sur des frais réduits et sur des grosses campagnes marketing. Donc en gros, ils font du chiffre, mais ils monétisent très mal leur activité. Pour finir cette partie statistique, on va s'intéresser à la liquidité disponible dans le carnet d'ordre sur chaque plateforme. Plus précisément, on va regarder combien de liquidité est disponible autour du prix actuel dans une petite zone entre moins 1 et plus 1% du prix. Si je veux acheter ou vendre rapidement, combien je peux faire passer sans trop faire bouger le prix. C'est extrêmement important parce que ça va conditionner où les gros portefeuilles vont aller. Comme d'habitude, on a Hyperliquid qui domine avec une avance massive, plus de 360 millions de $ de liquidité disponible autour du prix. C'est plus que tous les autres combinés. Derrière, on a EdgeX qui s'en sort très bien avec 224 millions. Ça confirme leur montée en puissance ces derniers temps. Et ensuite, on a DYDX avec 104 millions qui reste correct, mais assez loin des deux premiers. Et on a ensuite un gros écart avec Drift et Paradex. Le carnet est bien plus vide sur ces plateformes, ce qui peut vite poser des problèmes dès qu'on veut trader un petit peu plus gros. Et forcément, c'est pas bon signe pour leur adoption future, vu qu'ils peuvent pas attirer de gros portefeuilles. Évidemment, j'ai pas pu parler de tous les nouveaux experts qui émergent en ce moment, des projets comme Lighter, comme Kourou, comme Bullet, comme Vest, qui avancent vite et qui mériteraient qu'on s'y penche aussi, mais ça reste des tout petits projets pour l'instant. C'est sûr que la part des marchés de DEX perpétuels va continuer à augmenter. C'est un produit, et je pense que c'est ce qu'on recherche maintenant dans la blockchain, qui génère beaucoup de revenus, qui est déjà fonctionnel et que les gens utilisent. On en a marre des preuves de concept. Les utilisateurs sont de plus en plus nombreux aussi à chercher des plateformes qui sont plus transparentes, plus rapides, et plus aligné avec l'esprit de la DeFi. Aujourd'hui, Hyperliquid reste le mieux positionné. C'est le leader incontesté, que ce soit sur le volume, la profondeur de carnet ou la monétisation. Mais même si elle est encore petite, je vais continuer de garder un œil sur la concurrence. En particulier sur GTE, qui, s'il confirme ses performances actuelles en mainnet, pourrait faire beaucoup de bruit. Il faut aussi garder en tête que la plupart de ces DEX n'ont pas encore de token ou de modèle clair de redistribution des revenus. Par contre, ils ont presque tous mis en place un système de points pour récompenser les utilisateurs actifs. Ils préparent tous un airdrop qui pourrait être rentable s'ils s'inspirent de la réussite de Hyperliquid.